Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite d'une lecture ensemble. On a commencé le livre Histoire naturelle de Jules Verne. On va donc le continuer. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de route, c'est un roman, un roman qui dépeint la nature et notamment les animaux avec beaucoup de fantaisie et de poésie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN tout au long de cette soirée. Pour égayer cette soirée, je vais donc faire les bruits des animaux à chaque fois que j'en commencerai un nouveau. N'hésitez pas à mettre des hashtags sur Twitter, hashtag cheval, hashtag lézard, hashtag poule. La personne qui aura le plus de hashtags se verra se faire une dédicace dans la prochaine émission. Je reprends cette lecture et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. La vache. Un vrai talent. Ah, merci. Un vrai talent. Las de chercher, on finit par ne pas lui donner de nom. Elle s'appelle simplement la vache. Et c'est le nom qui lui va le mieux. D'ailleurs, qu'importe pourvu qu'elle mange. Or, l'herbe fraîche, le foin sec, les légumes, le grain et même le pain et le sel, elle a tout à discrétion. Et elle mange de tout le temps, 2 fois, puisqu'elle rumine. Dès qu'elle m'a vue, elle accourt d'un petit pas léger, en sabots fendus, la peau bien tirée sur ses pattes comme un bas blanc. Elle arrive certaine que j'apporte quelque chose qui se mange. Et l'admirant chaque fois, je ne peux que lui dire « Tiens, mange !» Mais de ce qu'elle absorbe, elle fait du lait et non de la graisse. À heure fixe, elle offre son pis plein et carré. Elle ne retient pas le lait. Il y a des vaches qui le retiennent. Généreusement, par ses 4 trayons élastiques, à peine pressée, elle vide sa fontaine. Elle ne remue ni le pied, ni la queue, mais de sa langue énorme et souple, elle s'amuse à lécher le dos de la servante. Quoiqu'elle vive seule, l'appétit l'empêche de s'ennuyer. Il est rare qu'elle beugle de regret au souvenir vague de son dernier veau. Mais elle aime les visites, accueillante avec ses cornes relevées sur le front et ses lèvres affriandées, d'où pendent un fil d'eau et un brin d'herbe. Les hommes qui ne craignent rien flattent son ventre débordant. Les femmes, étonnées qu'une si grosse bête soit si douce, ne se défient plus que de ses caresses et font des rêves de bonheur. Elle aime que je la gratte entre les cornes. Je recule un peu parce qu'elle s'approche de plaisir et la bonne grosse bête se laisse faire jusqu'à ce que j'aie mis le pied dans la bouse. La mort de Brunette. Philippe, qui me réveille, me dit qu'il s'est levé la nuit pour l'écouter et qu'elle avait le souffle calme. Mais depuis ce matin, elle l'inquiète. Il lui donne du foin sec et elle le laisse. Il offre un peu d'herbe fraîche et Brunette, d'ordinaire si friande, y touche à peine. Elle ne regarde plus son veau et supporte mal ses coups de nez quand il se dresse sur ses pattes rigides pour téter. Philippe les sépare et attache le veau loin de sa mère. Brunette n'a pas l'air de s'en apercevoir. L'inquiétude de Philippe nous gagne tous. Les enfants même veulent se lever. Le vétérinaire arrive, examine Brunette et la fait sortir de l'écurie.
Elle se cogne au mur et elle bute contre le pas de la porte. Elle tomberait. Il faut la rentrer. Elle est bien malade, dit le vétérinaire. Nous n'osons pas lui demander ce qu'elle a. Il craint une fièvre de lait, souvent fatale, surtout aux bonnes laitières, et se rappelant une à une celles qu'on croyait perdues et qu'il a sauvées, il écarte avec un pinceau, sur les reins de Brunette, le liquide d'une fiole. Il agira comme un vissécatoire, dit-il. J'en ignore la composition exacte. Ça vient de Paris. Si le mal ne gagne pas le cerveau, elle s'en tirera toute seule. Sinon, j'emploierai la méthode de l'eau glacée. Elle étonne les paysans simples, mais je sais à qui je parle. Faites, monsieur. Brunette, couchée sur la paille, peut encore supporter le poids de sa tête. Elle cesse de ruminer. Elle semble retenir sa respiration pour mieux entendre ce qui se passe au fond d'elle. On l'enveloppe d'une couverture de laine parce que les cornes et les oreilles se refroidissent. Jusqu'à ce que les oreilles tombent, dit Philippe. Il y a de l'espoir. 2 fois, elle essaie en vain de se mettre sur ses jambes. Elle souffle fort, par intervalles de plus en plus espacés. Et voilà qu'elle laisse tomber sa tête sur son flanc gauche. Ça se gâte, dit Philippe, accroupi et murmurant des douceurs. La tête se relève et se rabat sur le bord de la mangeoire, si pesamment que le choc sourd nous fait faire « Oh !» Nous bordons Brunette de tas de paille pour qu'elle ne s'assomme pas. Elle tend le cou et les pattes et s'allonge de toute sa longueur, comme au pré, par les temps orageux. Le vétérinaire se décide à la saigner. Il ne s'approche pas trop. Il est aussi savant qu'un autre, mais il passe pour moins hardi. Au premier coup du marteau de bois, la lancette glisse sur la veine. Après un coup mieux assuré, le sang jaillit dans le seau d'étain, que d'habitude le lait emplit jusqu'à bord. Pour arrêter le jet, le vétérinaire passe dans la veine une épingle d'acier. Puis, du fond à la queue de Brunette soulagée, nous appliquons un drap mouillé d'eau depuis et qu'on renouvelle fréquemment parce qu'il s'échauffe vite. Elle ne frissonne même pas. Philippe la tient ferme par les cornes et empêche la tête d'aller battre le flanc gauche. Brunette, comme domptée, ne bouge plus. On ne sait pas si elle va mieux ou si son état s'aggrave. Nous sommes tristes, mais la tristesse de Philippe est morne comme celle d'un animal qui en verrait souffrir un autre. Sa femme lui apporte sa soupe du matin qu'il mange sans appétit, sur un escabeau, et qu'il n'achève pas. « C'est la faim, dit-il. Brunette enfle. » Nous doutons d'abord, mais Philippe a dit vrai. Elle gonfle à vue d'œil et ne se dégonfle pas, comme si l'air entré ne pouvait ressortir. La femme de Philippe demande « Elle est morte ?»« Tu ne le vois pas ?» dit Philippe durement. Madame Philippe sort dans la cour. « Ce n'est pas près que j'aille en chercher une autre, » dit Philippe. « Une quoi ? » « Une autre Brunette. »« Vous irez quand je voudrai, » dis-je d'une voix de maître qui m'étonne. Nous tâchons de faire croire que l'accident nous irrite plus qu'il ne nous peine, et déjà nous disons que Brunette est crevée. Mais le soir,
J'ai rencontré le sonneur de l'église et je ne sais pas ce qui m'a retenu de lui dire « Tiens, voilà 100 sous, va sonner le glas de quelqu'un qui est mort dans ma maison. » Le bœuf. La porte s'ouvre ce matin, comme d'habitude, et Castor quitte, sans buter, l'écurie. Il boit à lente gorgée sa part au fond de l'auge et laisse la part de Pollux attardée. Puis, le mufle s'égouttant ainsi que l'arbre après l'averse, il va de bonne volonté, avec ordre et pesanteur, se ranger à sa place ordinaire sous le joug du chariot. Les cornes liées, la tête immobile, il fronce le ventre, chasse mollement de sa queue les mouches noires, et telle une servante sommeil, le balai à la main, il rumine en attendant Pollux. Mais, par la cour, les domestiques affairés crient et jurent, et le chien jappe comme à l'approche d'un étranger. Est-ce le sage Pollux qui, pour la première fois, résiste à l'aiguillon, tournaille, heurte le flanc de Castor, fume, et quoique attelé, tâche encore de secouer le joug commun? Non, c'est un autre. Castor, dépareillé, arrête ses mâchoires quand il voit près du sien cet œil trouble de bœuf qu'il ne connaît pas. Au soleil qui se couche, les bœufs traînent par le pré, à pas lents, la herse légère de leur ombre. Le taureau. Le pêcheur à la ligne volante marche d'un pas léger au bord de l'Yonne et fait sautiller sur l'eau sa mouche verte. Les mouches vertes, il les attrape au tronc des peupliers polis par le frottement du bétail. Il jette sa ligne d'un coup sec et tire d'autorité. Il s'imagine que chaque place nouvelle est la meilleure. Et bientôt il la quitte, enjambe un échalier, et de ce pré passe dans l'autre. Soudain, comme il traverse un grand pré que grille le soleil, il s'arrête. Là-bas, du milieu des vaches paisibles et couchées, le taureau vient de se lever pesamment. C'est un taureau fameux, et sa taille étonne les passants sur la route. On l'admire à distance, et s'il ne l'a déjà fait, il pourrait lancer son homme au ciel, ainsi qu'une flèche avec l'arc de ses cornes. Plus doux qu'un agneau tant qu'il veut, il se met tout à coup en fureur quand ça le prend, et près de lui, on ne sait jamais ce qui arrivera. Le pêcheur l'observe obliquement. Si je fuis, pense-t-il, le taureau sera sur moi avant que je ne sorte du pré. Si, sans savoir nager, je plonge dans la rivière, je me noie. Si je me fais le mort par terre, le taureau, dit-on, me flairera et ne me touchera pas. Est-ce bien sûr ? Et s'il ne s'en va plus, quelle angoisse! Mieux vaut feindre une indifférence trompeuse. Et le pêcheur à la ligne volante continue de pêcher, comme si le taureau était absent. Il espère ainsi lui donner le change. Sa nuque cuit sous son chapeau de paille. Il retient ses pieds qui brûlent de courir et les oblige à fouler l'herbe. Il a l'héroïsme de tremper dans l'eau sa mouche verte. D'ailleurs, qui le presse ?
Le taureau ne s'occupe pas de lui et reste avec les vaches. Il ne s'est mis debout que pour remuer, par lassitude, comme on s'étire. Il tourne au vent du soir, sa tête crépue. Il beugle par intervalles, l'œil à demi fermé. Il mugit de langueur et s'écoute mugir. Les femmes le reconnaissent au poil frisé qu'il a sur le front. Comme il me regarde, n'aie pas peur, Gloriette. Il voit bien que tu as l'air d'une honnête femme. Les mouches d'eau. Bzz, bzz. Il n'y a qu'un chêne au milieu du pré, et les bœufs occupent toute l'ombre de ses feuilles. La tête basse, ils font les cornes au soleil. Il serait bien sans les mouches. Mais aujourd'hui, vraiment, elles dévorent. Âcres et nombreuses, les noires se collent par plaques de suie aux yeux, aux narines, au coin des lèvres même, et les vertes sucent de préférence la dernière écorchure. Quand un bœuf remue son tablier de cuir ou frappe du sabot la terre sèche, le nuage de mouches se déplace avec murmure. On dirait qu'elle fermente. Il fait si chaud que les vieilles femmes, sur leurs portes, flairent l'orage. Et déjà, elles plaisantent un peu. « Gare au bourdoudou !» disent-elles. Là-bas, un premier coup de lance lumineux perce le ciel, sans bruit. Une goutte de pluie tombe. Les bœufs, avertis, relèvent la tête, se meuvent jusqu'au bord du chêne et soufflent patiemment. Ils le savent. Voici que les bonnes mouches viennent chasser les mauvaises. D'abord rares, une par une, puis serrées, tout ensemble, elles fondent du ciel déchiqueté sur l'ennemi qui cède peu à peu, s'éclaircit, se disperse. Bientôt, du nez camus à la queue inusable, les bœufs ruisselants ondulent d'aise sous les seins victorieux des mouches d'eau. La jument. Merci. Merci, public. C'est la rentrée générale des foins. Les granges se bourrent jusqu'aux tuiles fêtières. Les hommes et les femmes se dépêchent parce que le temps menace et que, si la pluie tombait sur le foin coupé, il perdrait de sa valeur. Tous les chariots roulent. On change l'un, tandis que les chevaux ramènent l'autre à la ferme. Il fait déjà nuit, que le va-et-vient dure encore. Une jument, mère, hennit dans ses brancards. Elle répond au poulain qui l'appelait et qui a passé la journée au pré sans boire. Elle sent que c'est la fin, qu'elle va le rejoindre et qu'elle tire du collier comme si elle était seule attelée. Le chariot s'immobilise près du mur de la grange. On dételle, et la jument libre irait d'un trot lourd à la barrière où le poulain tend le nez, si on ne l'arrêtait, parce qu'il faut qu'elle retourne chercher là-bas le dernier chariot. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Davia Martelly, sur Facebook et sur Twitter. Je vous dis à tout de suite pour la suite d'Histoire naturelle et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt. Bye bye.